L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site dites-je-suis-là.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Mathieu Séchin est entrepreneur, auteur et figure publique révélée par L'amour est dans le pré. Il s'est imposé comme une voix engagée autour de la parentalité et des parcours de vie hors normes. Père solo de son fils Ezio, né par gestation pour autrui, il porte un combat public pour faire évoluer les regards sur les modèles familiaux. À travers ses prises de parole et son livre Mon combat pour devenir père, il partage une vision intime, directe et engagée de la paternité. Entrepreneur, il développe des projets tournés vers l'humain avec une volonté constante de créer du lien et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, il incarne une génération qui revendique le droit de construire sa vie librement au-delà des cadres traditionnels. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, désolé, c'est en live avec mon fils, alors on va faire avec, hein. C'est la vie. C'est la C'est la vie. vie. À mon cœur. Est-ce que je peux déjà te laisser te présenter? Oui, alors moi je suis Mathieu Séchin. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur osé, c'est-à-dire que j'ai eu 1000 vies. J'ai eu 5 restos, 2 salons de coiffure, puis après j'ai élevé des taureaux de Camargue pendant 6 ans. C'est là où j'ai fait l'émission L'amour est dans le pré. Puis j'ai arrêté. Et là, j'ai relancé plusieurs business. J'écris aussi. Je suis à mon 4e livre. Un des livres d'ailleurs que j'ai écrit qui s'appelle Mon combat pour devenir papa, pour devenir père, a été best-seller il y a 2 ans. Donc je suis très très fier. Ça raconte l'histoire, la galère pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, je vis ma vie avec mon fils, que j'ai décidé d'assumer pleinement tout seul. C'est-à-dire qu'il y a très peu de crèches et de nounous et j'assume mon enfant, tous les jours avec le travail qui va à côté. Donc la charge mentale, je connais. Voilà. Merci. Il nous accompagne aujourd'hui pour cet échange, le petit loup. Ouais. Euh, Merci à toi. Est-ce que tu aimerais faire un focus dans tout ce que tu nous as dit sur une période de ta vie qui t'aurait particulièrement transformé? Ah bah, la période qui m'a transformé, c'est l'arrivée de mon enfant. Ah mais c'est quelque chose qui on ne peut pas imaginer, ce que enfin les personnes qui ont des enfants le savent, mais ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas imaginer la transformation que ça procure. Moi, j'ai plein d'amis dans le milieu parce que je suis gay, donc j'ai plein d'amis gays, hommes, qui me disent: «Non, mais moi, j'ai pas besoin d'enfants, j'ai pas envie d'enfants, j'ai pas». Non, mais les gars, vous ne savez pas tant que vous ne connaissez pas. Mais le jour où vous avez un enfant, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'était la vie avant d'avoir cet enfant?» Jamais j'aurais pensé tu dis bonjour mon cœur. Jamais j'aurais pensé, aimer autant un petit être, avant de l'avoir, quoi. Donc ça m'a complètement transformé. Si tu veux, je suis atteint d'une maladie incurable qui s'appelle la maladie de Cadazil. C'est quand je l'ai appris il y a 7 ans maintenant, c'est une véritable épée de Damoclès parce que ça réduit ton espérance de vie de manière assez drastique, enfin, c'est une maladie, cérébrale qui est compliquée. Donc tout était auto-centré sur moi et quand ton petit arrive, tu décentres complètement, et je pense plus à ma maladie, quoi. Si j'y pense en me disant: je vais faire tous les efforts possibles et imaginables pour tirer le maximum de temps pour m'occuper de mon enfant le plus possible». Est-ce que tu as ressenti des moments dans ta vie où c'était plus difficile de dire que ça n'allait pas? Ah Euh, oui. Alors, ouais, je vais te le dire, j'avais 5 restos, 2 salons de coiffure. ouais, Donc, c'était très costaud et j'ai eu une succession de choses qui se sont passées. Déjà de vie privée, la mort de ma grand-mère qui est morte dans mes bras pendant qu'on était en train de boire l'apéro, et la mort de ma mère et ma grand-mère, c'était, femme de ma vie, quoi. Et donc c'est compliqué. J'ai eu un contrôle fiscal, j'ai eu un contrôle URSSAF, tout ça, ça a duré 3 ans. J'ai eu l'incendie criminel de mon plus gros restaurant. J'ai été puis tout s'est enchaîné, la mort de mon ouais. grand-père, la mort de mon meilleur ami, qui est mort d'un cancer. Je m'en suis occupé les 3 derniers mois de sa vie. Je me suis installé chez lui. Un très grave accident de voiture. Bref, tout s'est accumulé et j'ai fait un espèce de tout allait bien et un soir, je me suis couché, tout allait bien. Le lendemain,
J'ai eu envie de me foutre en l'air. Un espèce de burn-out qui m'est tombé dessus, mais le truc de la mort, genre vraiment de la mort. Et c'est là que j'ai changé de vie, que j'ai tout abandonné, mes business, mes machins, et cetera, et que je suis parti dans l'élevage. Pour te dire à tel point que, je n'ai même pas pu retourner dans un de mes restos, le dernier. J'ai envoyé la clé du restaurant à un mandataire judiciaire. Je lui ai dit: «Écoutez, vous faites ce que vous voulez, je veux plus en entendre parler, sinon c'est moi qui y passe». Donc voilà, et pourtant la veille, je disais à tout le monde que tout allait bien. Et à ce moment-là, tu as fait comment pour être aidé? Tu as eu des proches qui ont pu t'aider? Tu as eu, Oui, j'ai des proches, ma mère est pharmacien, donc elle est tout de suite arrivée avec, des médicaments pour me calmer quoi, pour, genre Xanax, tout ça, pour que je retombe et cetera. Et puis après j'ai su prendre la décision de partir, si tu veux, de partir dans la campagne. Et puis j'ai subi en fait l'après, parce que je suis passé, si tu veux, d'une période où j'étais le troisième commerçant de Montpellier, 12 000 € par mois de salaire, machin, au mois d'après, RSA 484 € et où ton téléphone ne sonne plus parce que tu es persona non grata à Montpellier. Enfin la descente quoi, aux enfers quoi. Tu plus rien, donc bah, écoute, tu survis. Tu te dis que tu vas te remonter, tu passes d'un Porsche Cayenne à une Scénic de 255 000 kilomètres, tu survis. Tu survis et là, ta famille t'abandonne pas. Du coup, tu te raccroches à ça et puis petit à petit, bah, tu reprends goût à la vie et puis tu te relances. je voulais te demander, est-ce qu'à un moment, tu as eu besoin de faire appel à un professionnel de santé mentale? Alors, j'ai vu un psy, mais avant que cela m'arrive, au moment où j'ai eu, besoin de quand j'ai fait mon coming out. Ouais, OK. Voilà. Sinon là, je n'ai pas non, j'ai pas fait. Par contre, heu, récemment, on m'a découvert une bipolarité. D'accord. Ma mère m'a toujours dit que j'étais bipolaire, et un jour, il nous est arrivé une grosse engueulade un petit peu musclée, et là, j'ai dit: «Non mais Mathieu, tu peux pas faire ça, c'est pas possible». Et puis là, j'ai consulté un psychiatre et effectivement, la bipolarité est là, donc traitement, tranquille. Et c'est une bipolarité qui vient de cette maladie justement. D'accord. OK, Voilà. OK. Donc là, j'ai fait appel effectivement à un psychiatre, et je crie ô combien, mais mon Dieu, mais quand vous avez une maladie qui est une maladie chimique en fait, hein, où vous n'y pouvez rien, mon Dieu, mais faites-vous soigner. Avant, j'avais mes périodes, alors j'avais pas une bipolarité complètement, incroyable, mais quand même, j'étais le roi du pétrole à un moment donné, et le lendemain, pendant une semaine, je pleurais dans ma chambre, tu vois? J'avais ces phases maniaques et ces phases, donc et là, je revis parce que je prends de la Dépakote et je peux te garantir que un autre chose aussi, j'ai fait une dépression postpartum. Alors attention, c'est le terme que les médecins emploient même pour les hommes. Je sais que le postpartum, c'est réservé aux femmes, et cetera, mais c'est non, parce que je me fais engueuler sur les réseaux Ouais, sociaux quand je dis: «Ah ouais, bah, les femmes, elles sont oui, tu nous voles notre truc». Non, c'est comme ça qu'on l'appelle. Postpartum, ça veut dire après accouchement. Donc après la naissance de mon petit, j'ai eu une dépression, voilà, et je me suis fait soigner, c'est-à-dire j'ai augmenté mes antidépresseurs, et il ne faut pas avoir peur et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux de cette dépression postpartum. Beaucoup de papas m'ont remercié d'ailleurs, parce que beaucoup de femmes aussi qui ont vu leur mari s'éloigner parce que à cause de cette dépression postpartum des hommes qui n'est pas reconnue et dont les hommes ont honte de parler, il y a des couples qui se séparent. Parce que l'homme ne trouve plus sa place, parce que l'homme se sent complètement, largué de tout, et donc c'est important d'en parler. Et j'ai une femme qui est venue me voir l'autre jour à Carouf et qui m'a dit: «Ah là là, mais comment vous avez fait votre dépression postpartum? Moi, ça fait 8 mois». Et 8 mois, on est déjà sur des longues distances, normalement, c'est maximum 1 an, si on a mais là, on arrive à tu vois? Mais je lui dis: «Tu en as conscience, mais tu te traites?» «Ah non, 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 je vais m'en sortir toute seule». Mais j'ai dit: «Tu ne peux pas t'en sortir toute seule. C'est chimique. Tu peux pas fabriquer ce que ton cerveau ne fabrique plus. Donc il faut que tu ailles voir quelqu'un et que tu te fasses traiter. Il y a pas de honte à avoir pour ça».
Voilà. Donc elle m'a promis qu'elle allait y aller. Je sais pas si elle l'a fait, mais C'est pas facile parce voilà, il faut que pas excuse-moi, c'est vrai que c'est un moment qui est à la base heureux, hein, le fait d'avoir un enfant ou ah oui, oui, c'est de donner naissance, donc c'est pas facile d'accepter le fait non. que ça va pas bien alors qu'on est dans un moment heureux, quoi, normal. Ah oui, oui, oui et il faut en parler, il faut pas avoir honte, il faut se soigner, l'important c'est il faut être présent pour son enfant et quand on est en dépression, on n'est pas présent pour son enfant. Voilà. Et donc si je reviens un petit peu sur ton parcours, c'est vrai que le monde agricole peut parfois être le lieu de pression, d'isolement. Pour toi, ça n'a pas été le cas? Non, parce que, j'étais quand même c'est d'abord, moi, c'est mon associé qui s'occupait de tout l'aspect technique et puis le monde de la bovine, le monde des taureaux de Camargue, on est toujours très nombreux à être quand il faut trier les taureaux, il y a 10 cavaliers, tu vois? Il y a pas d'isolement. C'est toujours très, et puis il y a ce côté festif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trié les taureaux, qu'on a passé la journée avec les taureaux et cetera, on termine par une grosse fête, machin et cetera. Donc il y a pas d'isolement et cetera. Par contre, je connais beaucoup de mes collègues et amis maintenant qui ont fait notamment l'émission et cetera. D'ailleurs, je reviens j'ai passé 15 jours chez un de mes amis pour l'aider à restructurer sa ferme. Eux connaissent un isolement terrible. Eux connaissent un isolement terrible. Et comme ils ont souvent la pression des parents, beaucoup, qui veulent que leur ferme soit comme à l'ancien temps, et donc ils osent pas par rapport à leurs parents, à s'adapter à la nouvelle façon de travailler, tu vois? Donc c'est très, 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 très compliqué. Il y a un grand isolement, puis il y a énormément de travail, il y a pas beaucoup de vie à côté. Les vacances, n'en parle même pas. Donc c'est vrai que le monde agricole, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Est-ce que tu voulais revenir ou pas sur, tu disais que la période du coming out, tu avais eu besoin d'aller consulter un psycho, c'est ça? Le coming out, c'est quelque chose qui est compliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, ne devrait pas exister. Est-ce qu'un hétéro va faire son coming out? Enfin, je veux dire, donc c'est quelque chose que n'as pas à le faire, on peut pas le comprendre. Mais c'est horrible. Je veux dire, tu vis pas ton adolescence parce que tu sais au fond de toi que ce que les autres vivent, c'est pas ton truc à toi. Donc tu te forces à vivre quelque chose qui n'est pas le tien. Peux t'inventer des vies, tu peux t'inventer des copines, c'est horrible. Le moment où il faut le dire, quand tu as des parents, dont mon père qui m'a dit si mon fils est homosexuel ou si mes filles se ramènent avec un noir, un jaune ou un rouge ou un machin, c'est dehors. Tu te dis: «J'ai la pression», donc quand tu arrives au moment où tu te dis: «Beh, j'ai pas le choix, c'est ça que je veux vivre», voilà et pour la petite histoire, mon père, m'a coupé les vivres pendant 2 ans et éjecte de sa maison, quoi. Par chance, mes parents étaient divorcés, ma mère a pris le relais, mais en plein moment où je faisais mes études de commerce, Subdeco, donc l'école de commerce, ça coûte une blinde, enfin, tu vois un petit peu, quoi. Donc pas facile et là, tu vas voir un psy parce que tu te dis: «Merde, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien fait de tout dire tout de suite? Est-ce que j'ai» tu vois? «Est-ce que je suis bien dans ma vraie vie? Est-ce qu'il faut» enfin, c'est dur, hein. C'est un moment de chamboulement terrible, hein, Qui c'est qui a été là terrible. pour toi à ce moment-là? Ma mère, mes grands-parents, ma sœur, toujours les mêmes. Alors après, mon père a fait un gros travail sur lui, hein. Il est allé voir une psy et un jour, il m'a appelé, là où j'étais, c'est ma secrétaire qui m'appelle et qui m'a dit: «Mais il y a votre père au téléphone». Il me dit: «Voilà mon fils, je voulais juste te dire que je t'aime». Il a raccroché. Putain, ouais, mon père est décédé, hein. J'en ai encore les frissons. Donc j'ai pris ma bagnole, je suis allé passer le week-end là-bas quand j'étais trop content. Donc tu vois, il a fait un gros, gros, gros travail sur lui et après il y a plus eu de problème. Il a toujours connu mes copains, voilà. Donc pour lui aussi, ça a été important de voir un psychiatre ou psychologue. Je sais plus à l'époque qu'est-ce qu'il est allé voir, mais peu importe, c'était, une démarche en tout cas psy pour qu'il avance lui de son côté. OK. Et après dans ton parcours, tu as eu ton petit loup. Est-ce que tu veux Ouais. nous parler un petit peu de ce parcours? Alors c'est un parcours très compliqué. C'est un parcours surtout seul. Alors pour la petite histoire, on devait le faire à 2. J'étais marié avec un garçon qui s'appelle Alexandre, et on a fait notre démarche à 2. D'abord en Ukraine, puis après il y a eu la guerre en Ukraine, donc on a décalé sur la Colombie, Ouais. et 1 mois et demi avant, de partir pour entamer le processus de GPA, il est parti une semaine en vacances avec sa meilleure amie et il n'est jamais revenu. Heu, Bon.
Voilà pour la petite histoire. Donc là, tu te dis: «Waouh, waouh, 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 waouh». Donc tu as le deuil du mari, tu as le deuil de: «Est-ce que je continue tout seul cette histoire d'enfant?» parce que mince, moi j'avais quand même, 48 balais à l'époque. Je m'étais dit, 48 balais alors que mon mari était plus jeune, donc tu vois, avec une maladie, qu'est-ce que tu fais? J'y suis allé, j'y suis allé. Qu'est-ce que je regrette pas? Mon Dieu, mais qu'est-ce que alors c'est des hauts, des bas, hein, parce que la gestation pour autrui, c'est l'histoire de 3 personnes, une donneuse d'ovocytes, une porteuse de vie et toi. Donc c'est de l'humain, c'est ça, donc c'est il y a pas que de la science là-dedans, hein, il y a beaucoup d'humains, donc surtout que moi je suis parti dans une filière, très éthique, donc où la porteuse de vie et la donneuse d'ovocytes sont au centre du programme, hein. C'est-à-dire que tout est organisé autour d'elles, de leur bien-être, de leur truc, et cetera. Donc, voilà, bon, c'est la plus belle aventure de ma vie. C'est la plus belle aventure de ma vie, la plus lourde en termes de émotionnel, mais la plus belle, histoire de ma vie. Et qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait seul, parce que plus pas d'engueulade pour les prénoms, pas d'engueulade pour l'éducation, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je l'élève comme je veux. Tu vois, par exemple, mon ex-mari, il voulait amener son enfant à l'école et moi, je ne veux pas parce que je voyage beaucoup, ça sera école à la maison, école de la vie, tu vois? Il sera suivi, hein, évidemment, hein, par le CNED, tout ça, mais on va vivre une vie différente, quoi. Le gamin, il a 1 an et demi, on est déjà allé 1 mois en Martinique, 1 mois en Guadeloupe, 1 mois en Thaïlande, 1 semaine à Hong Kong, 1 semaine en Grèce et 2 mois et demi en camping-car, on a fait le tour de la France. Il a 1 an et demi, le gamin. Tu imagines, l'ouverture qu'il va avoir? C'est l'école Ça va l'école être de ça va être génial pour lui, la ouais, l'école de la vie. l'école de la vie. Donc voilà, donc ça tout seul, tu peux le faire. À 2, c'est plus compliqué. Tu voulais nous parler, de ce que tu vas mettre en place sur le fait de redevenir heureux? Ah ouais, alors j'ai monté un centre de formation, avec un ami qui fonctionne très bien et on a, par exemple, créé une retraite là, au mois de mai pendant 1 semaine. J'ai loué un énorme domaine pendant 6 jours sur 5 hectares dans les Cévennes avec du spa, machin. On va faire des voyages sonores, enfin un truc comme ça. En fait, je trouve que le monde va mal. Enfin, je trouve, c'est con ce que je dis parce que tout le monde trouve que le monde va mal, mais qu'il y a quand même on doit créer des espèces de sphères de bonheur et les gens donc ça va être très bien et en fait, je me suis rendu compte dans mon Instagram que depuis des années, tout le monde me dit que je suis avec mon fils un rayon de soleil. Et j'apporte sans me flatter, hein, mais j'apporte ce côté positif toujours aux gens. Il y a plein de gens qui me suivent et qui n'arrêtent pas de me le dire: «Mon Dieu, mais vous êtes notre rayon de soleil tous les matins, nin nin, vos vidéos, vos machins, vous avez toujours le smile, vous avez toujours le» alors en même temps, je leur dis: «Je ne veux pas pleurer sur Instagram, hein». Et je me suis dit: «Il faut en faire quelque chose de cette capacité à rendre heureux les gens». Donc on a monté un programme sur 2 jours. On va être sur Lyon, Bordeaux et Lille. On va commencer déjà sur, 3 week-ends, où pendant 2 jours, on va réapprendre aux gens à trouver le bonheur. Pourquoi ils en sont arrivés à ne plus être heureux ou à ne plus trouver un sens à leur vie. Donc ça va être la 1re, journée et la deuxième journée, tous les outils pour retrouver ce bonheur et on est d'autant plus, heureux de le faire qu'on est tous les 2 atteints, mon associé et moi, d'une maladie incurable. Pour la petite histoire, moi j'ai 62 ans d'espérance de vie, lui il en a 56. Tu vois un petit peu? Et pourtant, on est des gens hyper heureux qui communiquons le bonheur autour de nous. Donc comment des gens qui devraient normalement être malheureux, sont capables d'être heureux et comment on va le transmettre aux autres? Voilà. Ça va être génial et je me dis si les 20 personnes qui vont venir dans ces stages repartent avec, un objectif et vraiment des devoirs, hein, c'est-à-dire un calendrier pour se remettre, en selle, c'est d 5, 6, 7, 8 personnes qui vont être plus heureuses autour d'eux. Tu vois? Tout à fait. Donc c'est diffuser le bonheur. Alors, dans les formations aujourd'hui, il y a beaucoup de ces formations, sur le coaching, sur être, gna gna non, en fait, le problème, c'est pas être, mieux travaillé, c'est pas, le développement personnel, c'est pas non, 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 il faut revenir à la base. En fait, il faut revenir au bonheur. C'est la base.
faut arrêter de devenir meilleur. On s'en fout d'être meilleur. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on n'a plus besoin d'être meilleur. Non, il faut revenir à la base. Il faut revenir au bonheur. Et ça, les gens l'oublient. Et quelle est la place des proches? Quelle place ont les proches dans ce que tu diffuses comme information? Alors, les proches, tu as 2 styles de proches. Tu as la famille et tu as les proches que tu choisis, qui est la famille que tu choisis, en fait. Moi, j'ai tendance à dire que, il ne faut pas alors déjà, tu te débarrasses de tout ce qui t'emmerde. Déjà, ça, c'est clair, et même la famille. Tu n'es pas obligé de rester, avec quelqu'un qui te tire vers le bas, même si c'est ta mère. Il faut avoir le courage de dire merde à ta mère. D'ailleurs, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu feras à ta mère, peut-être qu'elle se remettra en question, et cetera. Mais tu ne peux pas pendant, 50 ans vivre, au crochet d'une femme qui va te pourrir la vie. Non, c'est pas ça. Donc les proches doivent être des proches positifs, doivent être des proches qui t'élèvent, que ce soit famille ou extérieur. Et ils ont un élément central, c'est-à-dire qu'ils interviennent une fois que toi, tu sais ce que c'est et tu sais où tu vas pour acquérir le bonheur. Ouais. C'est pas les autres qui t'apportent le bonheur, attention, hein. C'est vraiment toi qui t'apportes ton propre bonheur et les autres vont après t'accompagner dans ce bonheur puisque si tu les aimes, eh ben, tu vas les accompagner et puis ils vont t'accompagner aussi. Mais c'est d'abord toi, hein, toujours. Alors, tu as plein de gens qui disent: «Oh, il faut d'abord s'aimer soi». Alors moi, c'est pas le côté de s'aimer. S'aimer soi, on peut y arriver vite finalement. Non, 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 c'est d'être heureux soi-même, par soi-même. C'est compliqué, hein, surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on s'anesthésie. Aujourd'hui, on va regarder des séries, en fait, on va oublier qu'on est malheureux. On va scroller des heures sur TikTok. Mais pendant que tu scrolles sur TikTok, tu oublies que tu es pas heureux. Et la douleur est Tu vois ce que je veux dire? douleur est toujours là, on l'a pas vécue, quoi. Et quand tu te réveilles le matin, c'est compliqué, hein. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qui sont potentiellement des Ben, proches de... moi, j'ai quelque chose que je diffuse au maximum, c'est, aimons-nous. D'ailleurs, c'est le titre de mon premier bouquin, Aimons-nous. Parce qu'en fait, c'est la clé de tout ce qui va aller après. C'est la clé du bonheur, c'est la clé du bien vivre ensemble, c'est la clé de tout, c'est aimons-nous. Aimons-nous. Voilà. Bienveillance. Ouais. Empathie et bienveillance. Un grand merci, Mathieu, pour ton temps. Ah bah, avec plaisir. Happy Rencontre est une production de Dit Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission? Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditjessuislà.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.